On le considère, et le président Macron considère que c'est essentiel parce que la Russie est partie prenante de la stabilité européenne et donc depuis l'affaire de l'annexion de la Crimée, nous n'avions plus de contact puisqu'on avait rompu tout dialogue, mais il nous paraît important malgré tout, d'identifier nos interlocuteurs et de pouvoir continuer à discuter avec eux pour éviter tout risque d'escalade en Europe. Alors ça se fait dans le cadre d'un dialogue qui se veut lucide, qui se veut progressif et transparent. Et notre démarche reste d'une part soumise à une logique transactionnelle, c'est-à-dire qu'on attend de la part des Russes des résultats qui soient tangibles sur les sujets de fond, qui fassent en sorte que la Russie ne porte pas atteinte à nos intérêts nationaux. Et ça se fait également de manière totalement transparente avec nos partenaires et alliés, puisqu'il, bien sûr, il est extrêmement important de maintenir l'unité des pays européens et puis de nos partenaires au sein de l'Alliance Atlantique à cet égard. Donc voilà à peu près l'état de la situation aujourd'hui sur le dialogue avec les Russes. On est dans une approche qui est transactionnelle et on conditionne notre dialogue à des avancées qui soient tangibles. On le fait en particulier sur des points où on est en confrontation avec les Russes. Je pense en particulier à la République centrafricaine, à ce qui se fait également de manière plus large en Afrique, où on demande aux Russes de montrer qu'ils ne contribuent pas à la désinformation et à la remise en cause de l'action que la France pourrait mener dans ces pays. Et puis ensuite, sur le plan européen, on reste en plein accord avec nos partenaires, en particulier sur les sanctions qui sont votées contre les Russes à la suite de l'action de la Crimée. Et donc, par exemple, le 22 février dernier, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont voté de nouvelles sanctions visant des responsables de l'appareil policier et judiciaire liés à l'affaire Navalny, et on est totalement solidaire et associé et proactif de ce côté-là. Donc il n'y a absolument aucune naïveté de notre part, et on attend de la part des Russes des signes tangibles d'un dialogue qui soit ouvert, constructif et qui contribue à la stabilité de notre relation. Oui, alors concernant tout d'abord le format Normandie. Donc en décembre 2019, le président Macron a réuni à Paris ses homologues donc allemands et russes et ukrainiens pour pouvoir avancer sur les discussions contribuant
à la résolution de cette crise. Ça a permis en particulier d'obtenir une série d'engagements qui ont été agréés à la fois par Kiev et par Moscou, et en particulier par la mise en place d'un cessez-le-feu qui, sans être parfaitement respecté, a quand même permis de réduire sensiblement le nombre de victimes le long de la ligne des contacts. Toutefois, en dépit de ces progrès, les conditions politiques aujourd'hui ne permettent pas la tenue d'élections dans le Donbass, et les choses en sont aujourd'hui à ce niveau-là. Concernant le groupe de Minsk, à l'occasion de la crise du Haut-Karabakh, force est de constater qu'il s'est retrouvé relativement marginalisé. Mais il continue à conserver un rôle parce que le statut de l'enclave au Karabakh n'est pas encore définitivement résolu. Et donc, à travers à la fois le groupe de Minsk et à travers le format Normandie, c'est aussi un moyen d'avoir des discussions ouvertes avec nos partenaires russes et à mesurer leur implication dans la résolution de ces conflits. Même si les choses ne sont pas faciles et prendront encore, à mon sens, beaucoup de temps. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure sur la reprise du dialogue avec la Russie, je vous disais qu'on avait besoin également de pouvoir connaître nos interlocuteurs. Alors, il est évident que à travers un dialogue qui se fait d'État à État, ça se fait de chef de gouvernement à chef de gouvernement, et donc Vladimir Poutine est l'interlocuteur naturel du président Macron. Donc, c'est pas parce que on entretient un dialogue entre le président Macron et le président Poutine qu'on s'adresse uniquement à Vladimir Poutine. C'est une première chose. Ensuite, dans la mesure où on est amené à discuter au sein de groupes de travail avec un certain nombre d'interlocuteurs, il y a parmi eux des gens qui continueront à avoir des relations, des responsabilités au sein de l'appareil russe, y compris après l'ère Poutine. Et donc, il est important que nos structures connaissent nos différents interlocuteurs. Et puis, troisième chose, on a aussi, au-delà des discussions qui sont formelles entre nos deux pays, on a des échanges commerciaux, on a des échanges culturels, on a un certain nombre d'occasions d'avoir des activités qui sont croisées, et là ça ne concerne pas les échanges étatiques, et donc ça vous permet aussi de rester en contact avec la société russe, savoir exactement quelles sont les tendances qui la structurent.